Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Aujourd'hui, nous abordons l'un des sujets phares du jeu de rôle, j'ai nommé les combats. C'est effectivement tout un sujet et pour moi ça l'a été particulièrement et de manière assez paradoxale. Dans mes campagnes, dans mes parties en général, je reconnais qu'il y en a assez peu. Mais ils sont d'autant plus importants qu'il y en a peu justement. J'ai besoin qu'ils aient de l'impact et je les apprécie énormément. C'est un peu comme je vous renvoie à ma vidéo sur la low fantasy. J'aime la low fantasy parce que lorsqu'il y a peu de fantastique, peu de fantasy, lorsque ça intervient, ça a de l'impact. C'est pareil pour les combats. Donc quand ils interviennent, il faut que ça pète, il faut que ça soit haut en couleur et qu'on puisse apprécier tout ça. Et pourtant, j'ai longtemps redouté les combats en jeu de rôle parce que j'en étais jamais satisfait. Trop lourd, trop de jet de dés, trop peu de narration, ça se transformait en succession de jet de dés, ça prenait beaucoup de temps, j'ai essayé différents systèmes. Et pour tout vous dire, les combats sont à l'origine de ma réflexion sur mon système maison. Vous pouvez trouver aussi sur la chaîne, hein, j'ai une vidéo là-dessus, je pourrais mettre le lien en description. Et c'est dommage parce que les combats peuvent vraiment constituer l'un des moments les plus forts des parties, à mon avis. Enfin, c'est un élément très commun du jeu de rôle. Et, lorsque les combats ne sont pas systématiques dans mon style de partie, par exemple, c'est vrai que lorsqu'ils interviennent, il faut que ça soit réussi. Clairement, il faut qu'ils viennent apporter quelque chose à l'histoire. Donc il faut leur faire honneur. Et au fur et à mesure d'expériences, d'essais, d'astuces que j'ai récupérées ici et là, j'ai moi-même quelques éléments à vous proposer pour vous inspirer et peut-être vous aider à rendre vos combats plus palpitants. Alors d'abord, il y a les règles. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais il faut choisir, à mon avis, pour avoir des combats rythmés, un système de règles qui n'est pas lourd. Après, chacun voit midi à sa porte, hein. Il y en a qui aiment bien les systèmes très simulationnistes et très lourds, justement, crunchy comme ils disent. Moi, pas tellement. J'ai besoin que le système de règles en combat, bien qu'il soit très important, j'ai besoin qu'il prenne peu de place pour que la narration dans le combat soit la plus présente, parce que c'est ça qui va donner sa couleur au combat. Sinon, quelle que soit la complexité des règles, on va surtout parler règles. Et ça, il ne faut pas. Donc les règles sont très importantes, mais je vous conseille de choisir un système qui peut se faire discret. Ensuite, je pense que dans un combat, que vous soyez le maître du jeu ou un personnage joueur, je pense qu'il faut savoir oublier les règles le temps de la narration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Simplement qu'au moment de déterminer quelle action vous allez réaliser, évitez de penser règles, évitez de penser quelles capacités sont à disposition de mon personnage. Que peut-il faire? Non, laissez-vous aller, analysez la situation et réagissez de manière narrative. Décrivez quelque chose de simple, de complexe, peu importe. Je pense que c'est le système ensuite qui doit s'adapter à la narration. Et je vous renvoie d'ailleurs au point numéro 1, c'est pour cette raison qu'il faut un système assez souple à mon goût pour que, suivant la description que fait un joueur de son action en combat, on puisse lui proposer une règle, un groupement de dés ou autre, pour simuler s'il réussit ou non l'action qu'il vient de décrire narrativement. Pour moi, c'est important. Donc je pense que vraiment, moi par exemple, je n'aime pas les systèmes où on doit d'abord penser au système pour ensuite décrire la narration. Que ce soit des systèmes de mise, que ce soit penser à une liste de capacités et pouvoir l'appliquer à la narration. Non, ça me fait trop réfléchir. Moi, j'ai besoin juste de penser à l'histoire et ensuite, la règle soutient l'histoire. Donc pensez à ça lorsque vous décrivez vos combats en tant que maître du jeu et en tant que joueur. Ensuite, une astuce qui est à utiliser pas forcément dans tous les combats, mais que j'aime vraiment beaucoup, c'est la notion de compte à rebours. C'est-à-dire donner une notion de temps. Alors souvent, ça va être un nombre de tours avant qu'il se passe quelque chose dans le combat. Je vous donne 3 exemples, puisque pour moi, il y a 3 types de compte à rebours. Il y a le compte à rebours que l'on annonce aux joueurs avec une finalité connue, c'est-à-dire que les joueurs savent ce qui va se passer au bout du compte à rebours. Par exemple, ils sont dans un bâtiment en flammes, celui-ci va complètement s'embraser dans un des 4 tours, par exemple. J'aime bien le D4 pour ça, pour ce type de compte à rebours, même si on peut utiliser tous les dés. Ça, c'est un compte à rebours intéressant où vraiment les joueurs savent ce qui les attend clairement, donc ils peuvent vouloir se dépêcher. Ça donne toute une dimension au combat.
Ensuite, il y a le compte à rebours invisible avec finalité inconnue. Les joueurs ne savent pas, euh, qu'il y a un compte à rebours. Ils ne le savent pas. Et donc, ils ne savent pas qu'il y a une finalité à ce compte à rebours. Là, c'est vraiment une notion de surprise qui peut intervenir pendant le combat. Et vraiment, là, c'est l'effet de surprise qui compte. Le revers de la médaille, c'est que ça n'accroît pas la tension, la tension du combat avant que n'intervienne l'issue du compte à rebours. Et puis, mon préféré, c'est le compte à rebours annoncé, c'est-à-dire qu'on dit aux joueurs qu'il y a un compte à rebours. D'ailleurs, en général, moi, je leur fais lancer les dés. Je leur dis, lancez un D4, et ils savent très bien de quoi ils retournent. Mais par contre, ils ne savent pas ce qui va se passer à l'issue du compte à rebours. Donc là, ça met clairement une tension, et ça donne un aspect complètement différent au combat, quel que soit le type de compte à rebours que vous utilisez. Ça va vraiment augmenter la tension du combat. Et puis, au-delà de ça, ça va vous permettre de rythmer le combat en faisant intervenir des événements. On ne sera pas juste dans un combat où ça va être une succession de passes d'armes. Non, il va se passer quelque chose dans le combat qui va changer la donne. Ça peut être l'arrivée de renforts ennemis. Ça peut être l'arrivée de renforts alliés d'ailleurs, c'est pas forcément négatif un compte à rebours. Ça peut être le toit du bâtiment dans lequel on combat qui va s'écrouler et qui va changer la dynamique. Voilà, c'est en changeant les dynamiques au sein d'un combat qu'on va le rythmer et qu'on va le rendre intéressant et qui va faire que les joueurs s'en souviendront et pourront se rappeler de ce combat en particulier, de sorte qu'il ne se noie pas au milieu de tous ceux que vous aurez. Donc voilà, le compte à rebours, gardez-le en tête, je pense que c'est un formidable outil pour rendre les combats plus palpitants. Ensuite, peut-être le plus important selon moi, c'est savoir utiliser l'environnement. Déjà, il faut proposer des environnements de combat intéressants, potentiellement variés, et des environnements avec lesquels, de préférence, on peut interagir. Alors c'est vrai, vous ne serez pas toujours capable de préparer un environnement de combat. Parfois, des combats surviennent sans qu'on les ait prévus. Très bien. Bon. Mais il faut garder en tête l'environnement, même quand celui-ci n'était pas prévu. À la limite, on peut commencer à le créer, à préciser l'environnement à mesure que le combat se déroule, si ce combat est arrivé de manière inopinée. Vous, en tant que maître du jeu, votre rôle va être un peu d'étoffer l'environnement à mesure que le combat se déroule, ou peut-être au début pour clarifier les choses. Alors, c'est vrai qu'on peut décrire des passes d'armes, mais on arrive vite au bout des possibilités. Quand on parle de ce qu'on fait, je pars, j'essaie de me déplacer, de le mettre en difficulté, bon, on arrive vite à court d'inspiration. Et donc la seule manière de rendre tout ça un petit peu original est de prendre en compte des éléments du décor et de les utiliser. Donc, en tant que maître du jeu, faites en sorte que vos PNJ utilisent l'environnement, s'emparent d'une chope, s'emparent d'une chaise, éventuellement, si vous êtes en train si les joueurs se battent sur des docks, que l'un trébuche sur un filet de pêche, vous voyez, ce genre de choses va donner une couleur particulière au combat. Et il faut encourager les joueurs, justement, à utiliser cet environnement. D'ailleurs, au-delà même de l'utiliser, cet environnement, je pense que les combats sont l'un des moments où l'on peut le plus facilement céder le partage narratif aux joueurs. Alors, ceux qui me connaissent vont ricaner, ils savent que je ne suis pas un fervent défenseur du partage narratif, c'est-à-dire d'autoriser les joueurs à créer des éléments de décor en tant que joueur et non pas en tant que personnage, donc une sorte de pouvoir au-delà du jeu. Je ne suis pas friand de ça, mais dans les combats c'est différent. Je les encourage justement à créer des éléments du décor pour venir agrémenter le combat, quitte à ce qu'ils me demandent s'ils peuvent trouver ceci ou cela, si vraiment c'est quelque chose de particulier. Ça c'est vraiment encourageant, ça va vraiment les aider à penser leur combat de manière tactique et pas seulement en termes d'enchaînement de jet de dés. Donc l'environnement est vraiment l'une de vos armes, si j'ose dire, dans la gestion des combats pour les rendre intéressants. Et pour terminer, je vais vous suggérer une règle, et oui, on en revient pourtant aux règles, une petite règle anodine que je trouve géniale pour encourager justement la créativité des joueurs en combat. Moi j'appelle ça la manœuvre spéciale, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est donner la possibilité à vos joueurs, au cours d'une même passe d'armes, de tenter quelque chose qui n'est pas propre à la passe d'armes elle-même, c'est pas juste un mouvement de l'épée ou autre, d'utiliser l'environnement qui va leur donner un avantage dans la passe d'armes qui suit. Et tout ça, autorisé que ça se fasse dans le même tour. Comme ça, ils ne vont pas perdre un tour
à faire cette manœuvre. Elle est incluse dedans, ils tentent la manœuvre. Et si celle-ci réussit, alors ils auront une sorte d'avantage lors de la passe d'armes du jet pour toucher, un bonus, un dé supplémentaire, que sais-je. S'ils échouent à cette manœuvre, c'est l'inverse, ils auront un désavantage ou un malus. Je vous donne un exemple, dans un combat, le premier combat d'ailleurs de la campagne des Enfants du Fleuve, sur le bateau, ils se battent sur un bateau, ils sont attaqués par des pirates fluviaux, et il y a des tonneaux de bière sur le bateau. L'un des joueurs, qui n'est pas très fort en combat, a dit j'ouvre un des tonneaux et je le renverse pour que ça devienne glissant et que ça déstabilise l'adversaire qui est en train de me charger. Je lui ai dit très bien, fais-moi un test d'adresse avec une difficulté complètement indépendante du combat. Il l'a réussi et je lui ai donc donné un avantage à la passe d'armes, quel que soit ce qu'il décide de faire dans sa passe d'armes. Défendre, esquiver, attaquer, peu importe, il avait l'avantage. S'il avait échoué, j'aurais pu dire que l'adversaire s'était rendu compte de ce qu'il faisait et donc que l'adversaire donne un coup de pied dans le tonneau et c'est lui qui est déstabilisé, le joueur. Ça a deux avantages. Ça va vraiment pousser les joueurs à la créativité dans le combat pour qu'il se passe des choses différentes de simples passes d'armes. Ça, c'est vraiment l'élément principal finalement. Et en plus, ça va donner un élément supplémentaire de tension parce que on peut bien sûr échouer dans sa manœuvre, mais on peut aussi réussir et ça donne vraiment un avantage tangible. En plus, ça ajoute une dimension tactique parce qu'on peut réfléchir à autre chose et cela va mettre en valeur des compétences, des caractéristiques qui parfois n'entrent jamais en jeu en combat parce que le jet de dés que vous allez demander pour réussir ou non cette manœuvre peut impliquer des compétences et attributs qui n'interviennent pas en combat. Un test d'adresse, même un test de charisme pour intimider et faire peur pendant qu'on combat, ça n'a rien à voir avec du combat, mais voilà, ça ramène l'utilité d'autres compétences dans le cadre du combat. Alors évidemment, tout ça, vous ne pourrez pas l'appliquer à chaque fois, et parfois il y a des combats qu'on n'attendait pas, et si vous avez en plus un système qui favorise des combats rapides, bon, un petit combat qui va durer 3 tours contre des sbires, vous n'êtes pas obligé de mettre en place toute cette mécanique pour en faire des combats mémorables. Tout combat n'a d'ailleurs pas vocation à devenir mémorable. Parfois, il faut juste que ça aille vite, que ce soit violent, et qu'on ne s'attarde pas trop sur cet élément. Donc, toutes ces astuces que je vous ai données visent vraiment à agrémenter des combats importants et qui sont amenés surtout à durer. Parce que le problème d'un combat n'est pas forcément qu'il dure, c'est qu'il dure et qu'il manque de rythme et de couleur. Voilà, j'espère que ces astuces pourront vous aider, vous inspirer. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo.